Une vieille carte montre une route de pierre sous l'océan. Elle vise un point vide, sans île, sans port, sans nom. Le plus troublant n'est pas la route, c'est la précision de sa fin. On imagine souvent les anciens atlas approximatifs, décoratifs, presque poétiques. Pourtant, certains cachaient des détails obstinés, répétés, dérangeants. Pas un monstre marin peint en marge. Pas une côte vaguement inventée. Une ligne nette, basse, minérale, dirigée vers le large. Comme si quelqu'un connaissait un passage englouti, ou voulait absolument qu'on le remarque plus tard. Aujourd'hui, ce point semble absurde sur une carte moderne. Aucune île n'y apparaît. Aucun récif célèbre n'y domine la surface. Aucun État n'y possède un petit morceau de terre. Seulement de l'eau, parfois profonde, parfois trompeusement calme. Alors pourquoi tracer une chaussée sous-marine vers le néant? Erreur de copiste? Symbole religieux? Ou mémoire survivante d'un paysage disparu? La réponse commence très loin des bibliothèques. Elle commence au fond de la mer. Le premier piège, c'est notre regard moderne. Nous voyons l'océan comme une frontière liquide, stable, définitive. Les anciens voyaient parfois autre chose. Des eaux qui montent, des bancs qui migrent, des caps qui s'effacent, des passages ouverts une saison, fermés la suivante. Sur plusieurs rivages, la carte n'était pas seulement géographique, elle servait aussi d'avertissement. Quand une route étrange apparaît sur un ancien atlas, plusieurs options existent. La plus simple reste l'erreur. Un cartographe copie une rumeur, puis un autre la répète. Après 2 générations, l'invention ressemble déjà à un fait. Cela arrive souvent. Mais ici, le détail dérange autrement. La ligne ne flotte pas au hasard. Elle rejoint une zone précise. Et les routes inventées totalement inutiles laissent rarement cette impression. Ici, on sent un souvenir technique. Comme si le trait disait « on passait par là ». Cette nuance compte beaucoup. Une route n'est pas une île. Une île peut être exagérée, déplacée, embellie. Une route suppose un usage. Elle implique un départ, une destination, une raison. Elle suppose des pieds, des charges, des repères. Même si elle est dessinée grossièrement, son idée reste fonctionnelle. Et un objet fonctionnel pointe souvent vers une réalité perdue. Pas forcément une cité engloutie. Parfois, seulement un relief que la mer a recouvert ensuite. Mais alors, quand cette mer a-t-elle monté? Remonté assez loin, et l'océan recule. Pas de quelques mètres, par endroits de... Le monde côtier change entièrement. Des plateaux aujourd'hui noyés deviennent des plaines. Des îles actuelles touchent presque les continents. Des golfes disparaissent. Des vallées traversent là où nagent maintenant des navires. Pendant la dernière glaciation, une grande part de l'eau mondiale restait piégée. Glace continentale massive, calotte plus épaisse. Rivages déplacés, parfois sur des dizaines de kilomètres. Ce n'est pas une théorie extravagante, c'est la mécanique normale d'une planète froide. Et quand la glace fond, la mer remonte. Lentement à l'échelle humaine, brutalement à l'échelle des paysages mémorisés. Un sentier terrestre peut devenir lagune. Une lagune devient baie. Puis la baie avale toute preuve visible. Voilà le deuxième piège. Nous datons les cartes, mais pas toujours la mémoire qu'elles transportent. Un atlas du XVIe siècle peut contenir une information bien plus ancienne. Pas sous forme parfaite, sous forme déformée, simplifiée, ritualisée. Un marin copie un pilote. Un pilote copie une tradition portuaire. Une tradition conserve un nom. Et ce nom survivrait à la disparition du lieu réel. Ainsi, une route sous-marine sur une carte tardive pourrait décrire un sol vu bien avant. Pas par ses dessinateurs, par leurs lointains prédécesseurs. Reste une objection énorme. Par légende orale seulement? Peut-être, mais il existe un appui plus solide. Les sociétés côtières mémorisent les dangers. Rochers invisibles, passes étroites, bancs mouvants,
source d'eau douce en mer. Ces détails se transmettent mieux qu'on l'imagine, parce qu'un oubli coûte des vies. Certaines traditions maritimes paraissent mythiques jusqu'au jour où le fond confirme. Une baie supposée sacrée révèle un ancien chenal. Un nom étrange correspond à un haut fond réel. Une histoire de cloche sous l'eau cache parfois une ville submergée. Il faut rester prudent. Tout récit noyé n'est pas une preuve. Mais tout récit ancien n'est pas non plus une fable. L'erreur moderne consiste souvent à choisir trop vite. Soit tout croire, soit tout jeter. Le vrai mystère vit souvent entre les deux. La fameuse route de pierre pourrait venir de là. Non d'un empire impossible. Non d'une technologie anachronique, mais d'un fragment de côte observé avant sa submersion complète. Imaginez une dorsale rocheuse affleurante. Ajoutez des marées favorables. Ajoutez des repères d'étoiles ou de soleil. Ajoutez des pêcheurs assez audacieux. Vous obtenez un trajet presque routier, pas pavé par des géants. Simplement utilisé si souvent qu'il devient une route dans la mémoire. Et plus tard, sur la carte. Mais la mer ajoute toujours une mauvaise surprise. Un relief naturel peut ressembler à une construction. Des dalles fracturées font penser à un pavement. Des alignements volcaniques évoquent des murs. Des terrasses sédimentaires imitent des marches. L'œil humain adore transformer des formes en intentions, surtout quand elles semblent mener quelque part. C'est ici que la géologie prend le relais. Sous l'océan, on trouve des rides rocheuses, des plateaux, des seuils. Certains sont droits sur de longues distances, d'autres semblent artificiellement nivelés. Pourtant, le refroidissement volcanique, l'érosion et les fractures créent déjà beaucoup. La nature peut dessiner des joints presque réguliers. Elle peut aussi découper des blocs stupéfiants. Alors, voir des pierres ne suffit jamais. Il faut demander autre chose. Y a-t-il des traces d'extraction, des outils, des restes humains, ou seulement un relief très convaincant? Et parfois, la réponse reste frustrante. La zone visée par la carte se révèle trop profonde, ou trop couverte de sédiments, ou trop rarement explorée. L'océan garde mal les certitudes. Un sonar montre une ligne, une plongée la contredit, puis un nouveau relevé complique encore le tout. Dans ce brouillard de données, les récits anciens reprennent de la force. Non parce qu'ils prouvent, parce qu'ils orientent. Ils disent où regarder. Et parfois, cela suffit à relancer une question oubliée. Supposons maintenant que ce ne soit ni une simple erreur, ni une route bâtie. Que reste-t-il? Une troisième possibilité, plus discrète. La carte ne montrerait pas une chaussée. Elle montrerait une route de navigation. Autrement dit, un couloir marin, pas terrestre. Les anciens atlas utilisaient souvent des symboles compressés. Un trait peut représenter un courant. Une chaîne de points peut marquer des hauts fonds. Une route peut indiquer des caps successifs à suivre. Vu aujourd'hui, nous lisons pierre. Le cartographe pensait peut-être passage. Et le point final dans l'océan? Pas une île visible. Un amer céleste, une zone de pêche, un mouillage saisonnier, ou un sommet sous-marin connu seulement des navigateurs locaux. Cette hypothèse semble plus sobre, mais elle n'efface pas le mystère. Pourquoi guider vers un point sans terre? Parce qu'en mer, l'invisible compte autant que le visible. Un banc attire le poisson. Un mont sous-marin dévie les courants. Des oiseaux trahissent une remontée nutritive. Des vagues changent de texture au-dessus d'un relief. Pour un marin ancien, cet endroit n'était pas vide. Il était utile. Et l'utilité survit longtemps dans les cartes. Mieux encore, certains points océaniques deviennent des carrefours sans jamais émerger. Les routes y convergent à cause des vents. Des courants y ralentissent. La profondeur y change d'un coup. Le ciel lui-même s'y lie différemment, grâce à l'horizon. Une carte ancienne pouvait donc souligner un lieu important, mais submergé. Et si plus tard, le sens exact s'est perdu, le trait reste. Nous héritons alors d'un message sans sa légende. C'est souvent ainsi,
que naissent les grands mystères cartographiques. Mais il existe encore une piste, plus dérangeante. Et si l'île avait réellement existé? Pas un continent perdu, pas une civilisation géante, juste un îlot bas, fragile, temporaire, assez réel pour servir de but, assez faible pour disparaître complètement. Les océans savent détruire vite. Un volcan émerge, s'effrite, s'effondre. Un séisme affaisse un banc. Une tempête ouvre une passe. Le corail meurt. Le sable migre. Un point de terre minuscule peut naître, puis s'effacer en quelques décennies. À l'échelle d'un atlas, c'est un clin d'œil. À l'échelle des archives, c'est assez pour semer le doute. Une route vers un îlot disparu devient ensuite une route vers rien. Ce scénario a un avantage. Il explique la précision sans exiger l'impossible. Des navigateurs atteignent un petit émergent. Ils le notent. Des cartes le recopient. Puis la mer l'avale. Les relevés modernes n'y trouvent plus d'île. Seulement un haut fond, une bosse, une anomalie. La carte ancienne paraît alors folle. En réalité, c'est peut-être la plus honnête. Elle témoigne d'un moment que notre époque n'a jamais vu. Bien sûr, prouver l'existence d'un tel îlot reste difficile. Il faut des carottes sédimentaires, des signatures biologiques, des coquilles déplacées, des traces de corrosion aérienne sur certaines roches. Parfois, on n'obtient rien de décisif. Mais l'absence de preuves immédiates ne détruit pas toujours l'hypothèse. L'océan archive mal les petites terres mortes. Il les broie, les enterre, puis les oublie. Alors, qui aurait pu tracer cette route avant l'histoire officielle? La question paraît explosive. Elle l'est moins qu'elle en a l'air. Parce que l'histoire officielle du large reste incomplète par nature. Elle favorise les textes conservés, pas les traversées sans écriture, pas les savoirs côtiers transmis oralement, pas les cabotages patientés pendant des siècles. Des marins préofficiels ont pu connaître des zones mieux que nos livres. Pas forcément en traversant des océans entiers, simplement en répétant des trajets locaux très anciens. Leur science n'avait peut-être pas de traité. Elle avait des repères, des étoiles basses, des lignes de houle, des oiseaux au matin, des couleurs d'eau, des odeurs d'algues. Une route assez célèbre dans leur monde pouvait devenir une ligne fixe, même si le reste du monde l'ignorait. C'est souvent là que notre imagination dérape. Dès qu'une carte dépasse nos attentes, nous invoquons l'impossible. Une civilisation effacée, des géants navigateurs, une puissance oubliée plus avancée que tout. Pourtant, les vraies explications sont souvent plus fortes. Des humains très observateurs, des côtes différentes, des mers plus basses, des transmissions partielles, et surtout, du temps. Beaucoup de temps. Assez pour qu'un savoir local survive à ceux qui l'ont créé. Cette version n'enlève rien au vertige. Au contraire, elle suggère qu'avant les archives solides, d'autres mondes maritimes existaient déjà. Plus modestes, mais profonds. Moins monumentaux, mais plus anciens. Ils n'ont peut-être laissé ni palais, ni ports géants. Seulement des noms flottants, des lignes sur parchemin, des erreurs trop cohérentes. Et parfois, une route impossible qui refuse de disparaître. Le plus fascinant arrive quand toutes les hypothèses restent vivantes. Relief naturel mémorisé comme chaussée, anciens passages terrestres noyés par la montée des eaux, couloirs de navigation mal interprétés, îlots disparus servant autrefois de cible. Aucune option n'est parfaite. C'est justement pour cela que la carte résiste. Un faux simple se démonte vite. Un mythe pur s'effondre à la première mesure. Mais un mélange de géologie, mémoire, usage et perte devient tenace. Assez vrai pour durer, assez incomplet pour troubler. Cette combinaison fabrique les meilleurs mystères marins. Il ne demande pas de croire, il demande de comparer des couches. La mer d'hier, la carte d'hier, le fond d'aujourd'hui, et nos certitudes trop récentes.